Fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, bonjour et bienvenue à votre émission C'est Afrique. Aujourd'hui, comme tous les dimanches d'ailleurs, nous allons parler d'actualité africaine. Nous commencerons par le Burkina Faso, où dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé, un projet de loi a été adopté pour apporter un plus aux soins de santé et surtout à la restauration des infrastructures sanitaires au Burkina Faso. Nous serons également à Bruxelles où l'AES s'est fait entendre lors du forum Grand Montana. Lors de cette rencontre qui a réuni plusieurs diplomates africains et surtout des diplomates européens, l'AES s'est fait entendre à travers le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et bien sûr à travers également la voix de d'autres diplomates africains. Et nous allons terminer bien sûr par ce sujet qui suscite beaucoup de polémiques actuellement sur le continent. L'enquête ouverte contre le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Enquête lancée par Paris pour soi-disant détournement de fonds et également une enquête qui sera ouverte aussi sur les biens immobiliers de la famille Déby à Paris. Que veut Paris contre N'Djamena? Nous allons en parler sur ce plateau avec nos deux chroniqueurs. Monsieur Savadogo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Pafadnam. Nous soulignons que vous êtes analyste politique. Merci de participer à ce numéro de Cette Afrique. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci encore de prendre tout votre temps pour suivre notre émission. Merci infiniment. Juste à ma gauche, nous avons M. Tal Issouf. Bonjour à vous et bienvenue à Cette Afrique. Bonjour, M. Pafamnam, et merci bien. Et une fois de plus, on donnera le meilleur de nous pour que les téléspectateurs véritablement alors tirent de nos analyses, en tout cas, des très bonnes choses. Merci infiniment. À Cette Afrique, au-delà de nos contradictions, nous travaillons, nous proposons, nous suggérons, nous recommandons afin que l'Afrique se porte bien. Débutons cette émission par cette initiative présidentielle pour la santé initiée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso s'est engagé à offrir des soins de santé de qualité. Et la semaine dernière, dans les initiatives ou disons dans les décisions prises par le Conseil des ministres, cette initiative présidentielle pour booster le domaine de la santé a été retenue. Nous allons suivre ensemble cet élément et nous revenons sur ce plateau pour le décryptage. Au Burkina Faso, le gouvernement adopte un projet sanitaire ambitieux. Le projet est une initiative présidentielle élaborée pour apporter des solutions à un certain nombre d'insuffisances sur le plan sanitaire. Le projet comporte 4 composantes. À terme, il devrait entre autres aboutir à la modernisation et à l'accroissement de la capacité des infrastructures sanitaires, à l'équipement des centres en matériel de qualité et au déploiement de personnel qualifié dans les centres médicaux communaux. Il faut retenir essentiellement 4 composantes que sont la construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux. Et concrètement, cette composante-là consiste donc en la transformation de 55 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux communaux dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce qu'il faut également souligner, c'est que jusqu'à présent, ces centres de santé et de promotion sociale étaient donc dirigés par des infirmiers chefs de poste. Et en outre, il y a aussi au niveau infrastructurel un certain nombre de difficultés liées notamment donc à la vétusté des locaux et surtout à la disposition assez éparse au sein des CSPS des différents bâtiments. La deuxième composante de cette initiative majeure, c'est la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ce pan de l'initiative vise à doter les centres hospitaliers, universitaires et régionaux dont le service d'anesthésie et réanimation n'existe pas ou manque d'un certain nombre d'équipements médico-techniques pour assurer une certaine autonomie à ces hôpitaux et réduire ainsi les évacuations sanitaires. Ce qu'il faut également indiquer comme composante, notamment la 3e composante, c'est la création d'un institut du cœur au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango. Et la 4e composante consiste donc à rendre disponible
le diagnostic moléculaire du cancer du sein. Sur la gestion des parcelles et logements, un nouveau décret portant organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres de jouissance au profit des acquéreurs de parcelles et de logements auprès des promoteurs immobiliers a été adopté. Ce sont plus de 100 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers qui seront régularisés. Le gouvernement a donc décidé d'organiser une opération spéciale de délivrance des permis urbains d'habiter à travers donc la simplification de la composition des dossiers de demande de ce titre-là. Il y a certaines pièces qui ne seront plus exigées par donc au profit des demandeurs. Il s'agit entre autres de l'extrait cadastral ou bien de la quittance de la taxe de résidence. Il s'agit également de la mise en place d'un dispositif allégé, d'un dispositif spécial qui consiste donc à identifier des lieux précis au niveau desquels nous allons regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans le processus de délivrance des permis urbains d'habiter. Il s'agit également donc de l'institution de coûts forfaitaires qui vont être donc payés par les acquéreurs en fonction des zones et également en fonction des superficies des parcelles. Également, la question de la célérité n'a pas été omise parce que nous envisageons en tout cas réduire à travers cette opération-là fortement les délais de traitement, donc de délivrance du permis urbain d'habiter. Et nous nous sommes donc fixés un délai de 72 heures pour disponibiliser ce titre de jouissance-là. Et on pense que l'adoption de ce décret, en tout cas, va permettre aux différents acquéreurs bénéficiaires de pouvoir donc assurer la sécurité foncière de leurs différentes parcelles. Sur le retour des pèlerins de la Mecque, le gouvernement a annoncé que sur les 3048 pèlerins, 19 cas suspects de Covid-19 ont été détectés à leur retour. Ceux-ci ont été soumis à un dépistage dont les résultats sont négatifs. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'est donc déclaré parmi les pèlerins de retour de la Mecque, précise le gouvernement. Il a invité toute personne qui présenterait de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires à faire recours aux services de santé. Alors, chers chroniqueurs, modernisation, équipement, construction, transformation des infrastructures sanitaires au Burkina Faso. Alors, quel commentaire faites-vous déjà de cette initiative, on va dire, impulsée par le président du Faso? Monsieur Sawadogo, on va commencer par vous. Merci, Monsieur Profarnam. D'abord, je tiens à saluer et à remercier son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour sa vision concernant l'amélioration de l'offre de santé au Burkinabé. Parce que d'abord, les 55 CSPS qui seront transformés en centres de santé communaux dans les 13 régions, je suppose que ce seront des centres qui seront équipés très bien avec du matériel moderne et puis différemment. Par exemple, les CSPS d'aujourd'hui qu'on connaît là, souvent même vous arrivez dans un CSPS dans la capitale Ouagadougou ici, il n'y a pas d'eau courante, soit même l'électricité ne donne pas. N'en parlons pas des centres de santé, des CSPS qui sont dans les provinces ou dans les petits villages reculés. Il n'y a pas de plaques solaires, il n'y a même pas de forage. Et par exemple, pour soigner les patients, souvent ils sont obligés d'allumer des portables, des torches pour soigner. Je me dis que c'est une très bonne chose. Ensuite, lorsqu'il parle de la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Vraiment, je suis très content parce que je me dis que ça va augmenter la panoplie de lieux où les Burkinabés peuvent aller avoir ce type de service. Parce qu'on a constaté que c'est dans certaines, une ou deux officines seulement que ce genre de soins très poussés et très chers se faisaient. Maintenant, si c'est élargi sur 5 centres, ça va s'arranger. Et lorsqu'on parle de création d'un institut du cœur au CHU Tangandogo, vraiment, je suis ravi parce que un institut, ça veut dire que c'est un lieu de recherche et de formation. Et je me dis que ça va permettre à beaucoup de jeunes et chercheurs burkinabés et médecins, professeurs et autres de pouvoir mieux s'outiller et puis aider les Burkinabés. Parce que chaque fois, on est obligé d'évacuer les Burkinabés hors du pays, aller dans des pays comme si nous n'avions pas
assez d'intelligence pour le faire, alors qu'il manque des moyens, il manque la formation. Maintenant, lorsqu'il parle de rendre disponible le diagnostic moléculaire du cancer du sein, vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse ce gouvernement, parce que nos mamans, à un moment donné, il y en a qui mouraient purement et simplement par manque de diagnostic, alors qu'on aurait pu depuis longtemps prévenir le cancer, parce que généralement, donc, lorsque le cancer du sein, je ne connais pas, quand c'est pris très tôt, on peut soigner, mais manque de moyens, manque de technologie, de formation, surtout dans des problèmes. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette première phase. Merci infiniment. Monsieur Tal, avec cette initiative impulsée par le chef de l'État, alors quels commentaires faites-vous déjà? Déjà, pour ne pas revenir sur ce qu'a dit M. Savadogo, c'est déjà quelque chose à plébisciter, donc à saluer et à encourager, parce que oui, penser à la santé de sa population est déjà quelque chose qui, à mon sens, doit animer tout bon chef. Et je pense que ce gouvernement-là nous démontre qu'effectivement, ils ont cette volonté-là de mettre la population dans un état de bien-être. Et donc pour cela, je pense que c'est à encourager. Et également, pour les chercheurs par rapport au cœur, je pense que c'est quelque chose qui, à mon sens, pour toutes mes informations, a l'air nouvelle au Faso. Je pense que oui, ça va faciliter beaucoup de choses et ça va amener véritablement à avoir des spécialistes dans ce domaine-là sans sortir du Faso. Et pour cela, je pense que c'est des choses véritablement à applaudir. Et je me dis également que derrière tout ce qui a été dit, c'est sûr qu'il y a forcément un dossier technique qui est méconnu peut-être de nous tous, mais bon, je pense qu'on pourra approfondir quand vous nous amènerez vraiment dans la compréhension à partir de vos questions. Alors, on va rester avec vous, M. Tal. Alors, cette initiative-là, selon le compte-rendu du Conseil des ministres, cette initiative sera logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina, alors que le ministère de la Santé est déjà sur place. Alors, pourquoi ne pas confier on va dire, cette initiative déjà au ministère qui est là et qui fait déjà de grandes choses? Est-ce à dire que cette initiative-là sera tout autre? Je me dis également qu'elle doit être tout autre parce que nous sommes à une gestion d'exception. Et en gestion d'exception, il y a des mesures exceptionnelles qui se greffent, on va dire, à la gestion connue de tous. Effectivement, vous citiez le ministère de la Santé, qui pouvait logiquement s'occuper de ce dossier-là directement. Mais je me dis que rattaché aux grands travaux, donc je dirais rattaché même à la présidence, c'est parce que le chef de l'État a peut-être pris conscience du fait que oui, ceux qui sont passés avant lui ont vécu des choses qu'ils n'ont pas maîtrisées parce que le dossier n'était pas, on va dire, à leur portée immédiatement. Et je me dis que c'est quelque chose à encourager parce que c'est une mesure exceptionnelle. Et pour mesure exceptionnelle, gestion exceptionnelle. Donc je leur tire mon chapeau également pour cela. Alors, mesure exceptionnelle, gestion exceptionnelle. Monsieur Savadogo, est-ce à dire que le président du Faso est, on va dire, un peu plus prudent quand on sait qu'il y a eu des initiatives d'envergure avec les régimes passés, comme on va parler de l'assurance maladie universelle, qui ont été des projets qui sont restés en suspens? Est-ce à dire que le président du Faso est prudent, est quelque peu prudent quant à confier cette initiative-là au ministère de la Santé? Non, c'est le domaine réservé au ministère de la Santé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va conduire, chapeauter et réaliser ça. Ça sera toujours sous le couvert du ministère de la Santé. Maintenant, s'il y a un autre organe, c'est peut-être pour aider à renforcer. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? On va débaucher des agents au niveau de la fonction du ministère de la Santé pour faire ce travail, alors qu'on peut créer un organe nouveau avec de nouvelles têtes pour chapeauter par le ministère de la Santé. Maintenant, vous avez dit que... Vous avez posé une question à M. Tal, à savoir si... est-ce que ces projets-là ne vont pas être complexes à réaliser? Non. Il n'y a pas un projet facile.
Moi, je prends par exemple le premier volet. Les 55 CSPS qui seront transformés en centres de santé communaux. Oui, ça c'est juste une idée. Voilà, je vois sur 13 régions. 13 régions, oui. J'estime qu'ils vont faire la répartition de manière équilibrée sur les 13 régions. Ça, c'est un deuxième moment. Personnellement, je ne suis pas profane. Hein. Ce que je veux savoir, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Les CSPS, la différence entre le CSPS, le centre de santé communautaire. Est-ce que le centre de santé communautaire, son équipement, ça qu'on parle de niveau, de construction à niveau, est-ce que sa construction et l'équipement, le personnel qui va être là-bas va être renforcé et par rapport au CSPS qu'on connaît d'habitude là, ou bien comment ça va être? Maintenant, le deuxième volet, on parle de construction et équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ça aussi, sincèrement, je voudrais savoir comment ça va être reparti. Les 5 services d'anesthésie et réanimation, là. Il y avait dans les grandes villes où il n'y avait pas. Et s'il n'y avait pas, comment ils vont répartir ça? Il y a combien de provinces? Est-ce que chaque province en aura une ou sera concentrée à Ouaga ou à Bobo seulement? Bon, c'est un peu ça que je voudrais. Ensuite, et quand on parle de la création d'un institut du cœur au CHU du Tengandogo. Oui, Tengandogo. Parce que, comme je l'ai dit, je suis profane. Moi, je croyais qu'il y en avait même déjà. Ensuite, quant au volet diagnostic moléculaire du cancer du sein, ça, vraiment, c'est de l'innovation. Et je sais que ça va être très bien et je souhaite que le gouvernement ait assez de moyens pour acheter le matériel lié à tout ça. Là. Maintenant, je reviens maintenant au CSPS ordinaire. Là. La plupart des CSPS, là, quand vous arrivez, vous trouvez des agents de santé braves, dans des conditions difficiles. Quand vous arrivez, même souvent, moi je suis allé dans un village où j'ai vu un patient. Ce patient, il fallait forcément faire des analyses, ainsi de suite, dans des, comment on appelle ça? Les laboratoires. Les laboratoires, oui. Non. Les infirmiers, là, ils ont grouillé avec leur expérience sur le terrain, là, soigner la personne. Donc c'est dit que véritablement... C'est pas comment ils ont fait pour connaître la pathologie. En fait, c'est l'expérience seulement. Donc c'est dit qu'ils font des efforts. Il faut des efforts, il faut les outiller, surtout les CSPS. Les CSPS, d'habitude, on voit, quand vous arrivez, il manque pratiquement du tout. Pratiquement du tout, même dans les... Bon, il y a comme des CSPS au Burkina. Je suppose que c'est des milliers ou des dizaines de milliers. Voilà. Donc moi, je souhaite que ces espèces-là soient bien équipées aussi. Voilà. Donc, je pense que ça est dans l'initiative, mais je ne sais pas. Voilà. Donc tout à l'heure, M. Tal, tout à l'heure, nous avons écouté le porte-parole du gouvernement. Alors, il a parlé de modernisation, d'équipement, de construction, de transformation. Mais juste à côté, avec l'analyse de M. Savadogo, c'est dit qu'il y a également, au niveau de la ressource humaine, également un gros chantier également à réaliser. Ou encore, peut-être, on va dire, à recycler, à restaurer également le personnel médical au niveau du Burkina Faso. Bien sûr, quand on peut parler de moderniser, vous convenez avec moi que nous avons conscience que oui, aujourd'hui, il y a des appareils assez sophistiqués dans le domaine de la santé qui n'existent pas chez nous. Et cette vision gouvernementale-là vient nous démontrer qu'effectivement, ce matériel-là, nous aussi, nous pouvons l'avoir. Voilà pourquoi on parle de modernisation. Et effectivement, si on parle de nouveaux, en tout cas d'acquérir des nouveaux matériels, il y a le recyclage, donc la mise à niveau, on va dire, du personnel sanitaire par rapport à on va dire, à ces nouveaux appareils-là. Donc tout ça mis ensemble, voilà pourquoi je disais que effectivement, c'est sûr qu'il y a un dossier technique sur le projet. Et comme on n'a pas ce dossier technique-là sous nos yeux, nous ne faisons que donner notre aperçu, on va dire, de la situation, parce que oui, nous savions que nous avons besoin de moderniser, en tout cas au Faso, ces différents éléments-là. Et donc, s'ils prennent le taureau par les cornes, c'est déjà quelque chose à applaudir. Mais également, c'est une extraordinaire exigence, parce que oui, il ne faut pas que ce projet-là, comme vous avez cité en exemple, par exemple, l'assurance maladie universelle, j'ai pris sur moi de visiter les locaux, on va dire, à Ouaga 2000. Je vous assure que c'est des bureaux inutilisés.
Donc je me dis tout ça également à amener peut-être le gouvernement et le chef de l'État à rattacher véritablement cette innovation, on va dire des CSPS et ces nouvelles instituts qui sont en voie d'être créés, en tout cas rattacher ça aux grands travaux pour avoir véritablement le regard sur le fonctionnement et la bonne mise en œuvre de ces actions. Et pour moi, c'est quelque chose à saluer. Quelque chose à saluer. Alors, comme on le dit, il n'est jamais tard pour bien faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insuffisances voilà, dans le secteur sanitaire au Burkina Faso. Le lendemain, on va dire, l'avenir de ce projet-là, M. Savadogo, quand sera-t-il véritablement, au regard, bien sûr, des mesures d'envergure que nous avons pu remarquer avec les anciens régimes, qui étaient bien sûr des mesures, des projets également porteurs, mais malheureusement qui n'ont pas pu véritablement apporter grand-chose aux populations. Bon, qu'en sera-t-il pour l'avenir de cette initiative présidentielle qui est impulsée actuellement? Personnellement, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir de ce projet. Seulement, je souhaite que nous ayons des moyens, puisque aujourd'hui, nous nous battons avec nos propres moyens. Quand vous parlez des anciens régimes passés qui faisaient des projets et puis ça n'aboutissait pas là. Et la preuve est faite aujourd'hui qu'avec ce régime-là, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire. Et ça va jusqu'au bout. On a vu de gros éléphants blancs ici, à coups de milliards. Quand vous arrivez sur le terrain, rien n'est fait. Je donne un peu l'exemple de l'aéroport de Doncin, le stade du 4 août, réflexion, 4 ans, on est toujours là. Bref, ça là, depuis que cette transition a commencé, lorsque vous voyez par exemple l'usine de tomates, le PPP et tout là, lorsqu'ils disent quelque chose, ils réalisent. Donc j'ai confiance en ça. Maintenant, le programme est trop vaste. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est patient, un citoyen burkinabé qui tombe malade à Kamti ou bien à Gaïeri, et puis il faut forcément du matériel de pointe, tel que les radios, et échographies et tout. Même à Ouagadougou ici, là. Souvent, même quand vous partez dans nos hôpitaux, il y a la radio, Tengango, on vous dit qu'il faut aller à tel privé pour faire les radios, parce qu'il n'y a pas la radio, il n'y a pas l'échographie. Moi, je prends le cas des citoyens burkinabés qui est à Kamti, à Tasmakat ou autre, oui, qui est malade. À l'autre bout du pays. Voilà, qui est malade et qu'on doit soigner. Mais sa vie est entre les mains du personnel soignant qui est obligé d'utiliser son expérience pour le soigner parce que, non seulement l'ambulance, le carburant et tout, pour l'évacuer de Kamti, chacun quittant Kamti, c'est à Gawa. Gawa, oui. Si Gawa n'a pas, il faut pousser à Bobo. Oui. Vous voyez, le patient a tout le temps de clamser. Et là encore, il faut des moyens. Il faut des moyens. Voilà. Donc maintenant, je dis que, un exemple, par exemple, un Burkinabé qui est à Ouagadougou ou à Bobo qui est Nanti, s'il a un petit Bobo, on lui dit, tu fais des analyses. On va lui prescrire 5 ou 6 analyses. Il faut enlever le sang, faire scanner, et tout. On prend ça, on sort le bilan, on donne au médecin traitant qui, à partir des éléments, traite le patient. Mais si c'était qui est à Gawa, à Kamti, et qui n'a pas les moyens. Donc l'initiative est très bien. Mais je me dis qu'il faut des moyens. Mais là où je vous dis que je n'ai pas peur, c'est peut-être les moyens. Autrement dit, ce ne serait pas un éléphant blanc. Cette initiative. Depuis que cette transition a commencé, dès qu'il démarre quelque chose, il me suit, il me regarde. Merci. Donc j'ai confiance. Hein? Merci infiniment. Voilà, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Demain nous dira véritablement de quoi il en ressort. Cette initiative, voilà, pour la santé, elle est salutaire au regard de ce que elle pourra apporter aux populations. M. Tal avait un dernier mot avant qu'on passe au deuxième sujet. Oui, j'ai véritablement un dernier mot parce que votre question à ce qui concerne la crainte, oui. Parce qu'effectivement, moi, je me dis que rattaché à la présidence, oui, c'est pour changer de paradigme parce que je vous ai dit d'entrée que j'ai visité le bâtiment qui devait servir, sinon
qui jusqu'à aujourd'hui est présenté comme l'assurance, le siège de l'assurance maladie universelle. Mais je vous assure que c'est des bureaux poussiéreux que moi j'ai visités. Et donc pour cela, je peux interpeller à partir de ce principe-là nos gouvernants, parce que également j'ai l'impression que quand un projet est né sous un chef d'État, quand l'autre vient, il fait fi de ça. Et pour cela, je pense que oui, ce projet-là, moi j'ai une crainte, et ma crainte est avérée à partir de celui que j'ai cité. Et je prie Dieu que ma crainte, effectivement, soit prise en compte par nos chefs d'État, par nos dirigeants actuels, de sorte à ce que, effectivement, comme disait M. Sawadogo, que ce soit pas un éléphant blanc, que ce soit véritablement pratique, viable et visible de tous. Et donc, fasse Dieu qu'ils aient ces épaulages-là pour véritablement nous réaliser ça et également profiter et donner de la vie à ce que, en tout cas, les autres chefs d'État ont prôné par rapport à la santé. Et puis, courage aux agents de santé. Merci. Et bonne chance à ce projet-là. Merci. Comme mes chroniqueurs viennent de le dire, espérons que ce projet ne soit pas un éléphant blanc, bien sûr, pour le bonheur des populations, qui ne demandent qu'à bien se soigner. Nous continuons cette émission, cette fois-ci avec ce forum, le forum de Crans-Montana à Bruxelles, où l'AES a donné de la voix à travers les interventions des différents diplomates africains. Nous suivons cet élément dans lequel le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a véritablement, mis le pavé dans la mare. Nous allons suivre cet élément et nous revenons sur ce plateau pour décryptage. En Belgique, le ministre malien des Affaires étrangères s'est montré clair sur la trajectoire de l'Alliance des États du Sahel que forme son pays avec le Burkina Faso et le Niger. C'était lors du récent forum du Crans-Montana organisé dans la capitale Bruxelles. Abdoulaye Diop a livré un discours passionné sur l'avenir du Sahel et le rôle crucial de l'AES. Selon lui, ces trois pays ayant quitté la CEDEAO sont désormais animés par une volonté commune de construire une intégration régionale plus approfondie. Cette démarche vise à offrir aux États une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux défis et opportunités propres à la région du Sahel. Pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative. D'avoir une organisation, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire. Cette nouvelle orientation portée par les trois pays souligne l'importance de l'intégration régionale et de la coopération entre les États du Sahel. Une coopération pour relever les défis de sécurité et de développement auxquels la région est confrontée. En se regroupant au sein de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger montrent leur volonté de travailler ensemble pour renforcer la stabilité et la prospérité de la région. L'AES se bat pour ça, pour une gouvernance, améliorer une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent. 2, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment. Pour rappel, l'Alliance des États du Sahel, AES, encore appelée l'IPTACO-Goma, est un pacte de coopération et de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L'accord avait été signé à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Aujourd'hui, l'Alliance a évolué et tend petit à petit vers une fédération des trois pays. Alors, chers chroniqueurs, véritablement, l'AES est dans une dynamique de non-retour. Alors, pour cet élément que nous venons de suivre, c'est c'est du franc-parler. Voilà, le ministre malien des Affaires étrangères n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a dit véritablement ce qu'il y avait à dire aux diplomates européens qui étaient présents à ce forum-là. Alors déjà, comment appréciez-vous déjà cette démarche de l'AES à ce forum-là, M. Tal? Déjà, moi, je pense que c'est un air nouveau. C'est un air nouveau qui est en train de, effectivement, se flairer son chemin. Et donc, la franchise et le franc-parler de
d'Abdoulaye Diop vient démontrer qu'effectivement, l'AES est déterminée, est véritablement déterminée pour le bien-être de son peuple, est véritablement déterminée également pour le respect tant recherché on va dire, du Sahel dans le Conseil des Nations et sa prise en compte par rapport aux grandes décisions qui alignent la gestion du monde. Et pour cela, je pense que c'est une franchise qui est, à mon sens, à saluer et à encourager parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est déjà né, c'est déjà prôné. Ces trois États-là sont déjà dans une posture de non-retour à la CEDEAO. Et donc, pour cela, je pense que oui, ce franc-parler-là, on en avait besoin. On en avait véritablement besoin. Et puis, on pourra ajouter d'autres choses parce qu'en même temps que c'est à applaudir, c'est également une extraordinaire exigence. Et pour l'exigence, je pense qu'on viendra par rapport à vos questions. Alors, M. Savadogo, nous avons suivi tout à l'heure le franc-parler du ministre malien des Affaires étrangères. Alors, quelle appréciation faites-vous déjà de son intervention à ce forum-là? D'abord, je voudrais d'entrée de jeu remercier les initiateurs de ce forum. Et ça s'est tenu en Belgique, non? À Bruxelles, oui. À Bruxelles, voilà. Le fait même qu'il nous ait accueillis, accepté d'accueillir l'AES, parce que dans d'autres cieux, nous sommes infréquentables, on ne nous associe pas parce qu'on estime que nous sommes des pestiférés, nous sommes des putschistes, nous sommes diabolisés. C'est en Europe là-bas. Ils nous ont accueillis pour nous écouter, pour nous donner la parole. Nos frères africains ne l'ont pas fait. Donc d'abord, je salue les initiateurs. Ensuite, dans ce forum, le thème était « Face aux crises multiples, le monde à la recherche de son avenir ». Mais là, les trois pays africains ont eu la latitude de s'expliquer. Bon, le forum a même prévu un panel spécial pour l'AES. En fait, il y a eu des sujets d'intérêt général liés aux crises dans le monde, partout qu'on voit, mais il y a eu un panel spécial pour les pays de l'AES. Et là, on a pu s'exprimer. Et là, monsieur le ministre des Relations extérieures du Burkina a dit, il dit qu'on explique à nos partenaires au reste du monde ce qui se passe. Mais on ne justifie rien à personne. Nous justifions ce qui nous arrive à une seule personne, notre peuple. Donc on expliquait au reste du monde ce qui nous arrivait à ce forum. Ils nous ont permis de nous expliquer. Ensuite, il a tenu à faire savoir à tous les participants que les pays de l'AES ne sont pas antidémocratiques ou antidémocrates. C'est simplement la tournure des choses. On nous a tellement éprouvés, on nous a tellement abandonnés, marginalisés, on a créé trop de problèmes que cette forme de démocratie-là, ça c'est après. Ensuite, il a dit que le Sahel a crié, faire appel à pratiquement tous ses frères de l'Ouest du monde. On ne nous a pas entendus. Ou alors, quand on nous entend, on nous apporte des réponses inappropriées, des réponses suicidaires. Dit que nous avons fini par comprendre que rester dans cet espace équivaut à accepter de disparaître. Il a raison. Vous êtes dans un espace CEDEAO avec des pays frères, vous valez pratiquement 14 ou 16. Pendant plusieurs années, près d'une dizaine d'années, vous êtes aux prises à la mort, à la désintégration. Vos frères ne vous viennent pas en aide. Et maintenant, c'est quand vous essayez de prendre vos responsabilités, ils décident maintenant de vous faire la guerre, de vous marginaliser. Mais M. Savadogo, dans votre analyse, est-ce que cette façon de voir, cette façon de faire, qui, voilà, dans un sens, est véritablement objectif, est-ce que cette nouvelle façon de voir des trois pays de l'AES pourra véritablement tirer les autres pays qui gravitent autour de l'espace AES dans cette dynamique-là? Parce que ce sont des analyses, ce sont des, on va dire, ce sont des revendications, ce sont des causes qui sont véritablement nobles, voilà, que ces trois pays la défendent. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça pourra amener les autres pays, voilà, de la CEDEAO, pendant que la CEDEAO veut tirer l'AES vers, voilà, à revenir? Est-ce que c'est, on va dire, ces revendications-là
pourront véritablement ramener, voilà, on va dire, le débat inclusif, voilà, entre tous ces pays du bloc ouest africain. Ouais, est-ce que ça sera suffisant? Monsieur si on ne trouve pas un cadre d'échange véritablement pour aplanir les choses, et même si l'AES va rester dans son espace, voilà, il faut véritablement échanger. Monsieur Pafarnam, nous ne revendiquons rien. Quand vous êtes dans votre cour et que la mort vous menace, toutes les mesures que vous allez prendre pour vous sauver là, ce ne sont pas des revendications. C'est une obligation pour vous de trouver une solution pour ne pas disparaître. Donc nous ne revendiquons rien. D'abord, ce que nous faisons, c'est pour être encore vivants. Mais les pays de l'AES revendiquent leur souveraineté. Non. Oui, allons-y. Pourquoi depuis longtemps on ne le faisait pas? Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes menacés de disparition et on ne vient pas en aide. Non, mais comme vous avez parlé, vous avez dit que voilà, ce ne sont pas des revendications. Non. Allons-y dans votre analyse. On ne revendique rien. Les trois pays-là, on n'a rien de particulier par rapport aux autres. C'est simplement parce que nous sommes pris au terrorisme. Personne ne nous aide. Au contraire, on nous éprouve et puis on nous marginalise et on nous accuse. Donc, partant de ce principe, et ce que vous avez posé comme question, à savoir si on va s'en sortir ou bien c'est la solution, c'est bel et bien la solution. Par exemple, ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu, la MINUSMA, c'était combien de pays? La MINUSMA et le G5 Sahel étaient composés de combien de pays d'Afrique? Ils étaient nombreux, mais ils n'ont rien pu faire. Ils ont même la rébellion prospéré là-bas, alors qu'on pouvait les chasser en moins de 6 mois. Les Maliens l'ont prouvé, les Maliens ont prouvé qu'on pouvait chasser la rébellion. La rébellion a été pour beaucoup dans l'implantation du terrorisme là-bas. Donc, ce que nous faisons là, c'est une question de survie. Maintenant, lorsque vous dites que est-ce que ça pourra amener l'espace CEDEAO ou bien sous-régional à ce... Non. Ils ont leur ligne, ils ne vont pas bouger. Ils ont des mains derrière, ils sont inféodés à certaines puissances qui sont là depuis plus d'un siècle. Ces puissances-là, ils ont fait allégeance et c'est comme ça. Ils ne vont pas reculer. Alors, M. Sawadogo, on va vous revenir. Et même si on va disparaître là, ils n'auront pas pitié de nous. On va revenir, on va vous revenir tout à l'heure. Nous aussi, nous allons nous atteler avec les nouveaux partenaires pour ne pas disparaître. Parce que ceux-ci ne reculeront pas. Alors, Monsieur Tal, alors, si dans l'esprit des choses, tout est clair, alors jusque-là, nous n'avons pas encore une formalisation exacte, voilà, ou encore un peu plus claire, voilà, de cette alliance-là. Alors que, quand il y a fissure, le lézard facilement peut entrer. Bien sûr. D'où mon sens, quand j'abordais la question, je vous ai dit que c'est une extraordinaire exigence. C'est vrai que, sans vous couper, c'est vrai que voilà, les différents chefs de diplomatie à ce forum-là ont parlé d'une même voix. Yeah. Voilà, c'était les mêmes objectifs. Mais véritablement, on attend véritablement de voir cette formalisation. Oui, les organes vitaux de l'AES, jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas encore fait connaître. C'est déjà prendre des positions, en tout cas par ces ministres, surtout par le ministre malien des Affaires étrangères, M. Diop. C'est bien, mais en même temps, ça met à nu cette exigence-là qui est de véritablement mettre en avant les éléments vitaux, on va dire, de l'AES. Et ça, c'est quelque chose sur, on va dire, lequel moi je pense qu'on ne doit pas traîner parce que, oui, quand on se bat pour un peuple, c'est intéressant quand le peuple part avec nous, avec la connaissance, donc l'objectif de notre parcours. Et pour cela, ce n'est pas de tenir, comme disait M. Sawadogo, faire connaître notre situation en elle seule ne suffit pas. Il faut, parce que dès qu'il y a une fissure, comme également vous le dites, le lézard peut s'introduire. Et également, vivre en autarcie aujourd'hui, à ce 21e siècle-là, c'est chose impossible. Donc, forcément, les organes vitaux de l'AES vont amener d'autres nations à s'intéresser à l'AES dans le sens que l'AES pense aujourd'hui apporter quelque chose, donc une vision qui devait être celle-là de tous les Africains et qui malheureusement n'est pas celle-là. Et aujourd'hui, ces trois nations ont décidé d'aller d'elles-mêmes vers ce qu'elles appellent l'idéal pour elles.
mais en même temps, l'idéal pour elle doit être capable d'intéresser les autres. Et pour qu'elle soit capable effectivement d'intéresser les autres, ben, il faille véritablement que ces organes vitaux se fassent connaître. Alors, on va rester avec vous. À ce forum-là, on va dire, voilà, forum auquel l'AES a été invité. Il y a même eu un cadre véritablement réservé voilà, à l'AES, comme M. Savadogo l'a dit, un panel dédié. Alors, au regard, on va dire, de l'organisateur que nous connaissons, et également des cadres et également de tous ceux qui étaient présents, voilà, comme pays européens. Alors, la survie de l'AES aujourd'hui, voilà, n'est-elle pas en péril au regard des contextes, voilà, politiques, sécuritaires et également de sa position également stratégique, voilà, au sein de l'espace CEDEAO? Est-ce que la survie de l'AES n'est pas en péril quelque peu? Mais non, je vous répondrai pas non, parce que effectivement, on voit la détermination dans les faits et gestes de ces différents chefs d'État. Est-ce que cette détermination-là va suffire? Oui, je voilà, pense parce que c'est juste à côté des pays qui sont supposés être des bases arrières, voilà, de déstabilisation. Non. Et on ne peut pas vivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en autarcie. Non. Voilà, il faut s'ouvrir, mais en s'ouvrant véritablement, on peut prêter le flanc. Et oui, mais bon, Monsieur Pafamnam, vous voyez qu'aujourd'hui, les 3 chefs d'État de l'AES ont l'adhésion quand même de plus de 95%, en tout cas de leur population, à leur cause. Et ça, c'est un maillon essentiel pour la réussite. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de travailler de sorte à ce que la CEDEAO même leur donne le respect qu'elle-même recherche sur le continent et que l'Union européenne même leur accorde le respect qu'elle cherche sur le continent ou bien dans la gestion du monde. Et pour cela, je pense que oui, elle a tout, en tout cas l'AES a, à mon sens, toutes les capacités, donc toutes les bonnes cartes pour réussir, parce que c'est un nez nouveau. Et tout ce qui est nouveau, effectivement, quand est bien ficelé, donne un espoir. Et pour son instinct d'espoir, oui, je pense qu'elle est bien partie. Seulement, et je dis bien seulement, elle tarde à faire connaître, on va dire, ses organes d'ordre vital. Et c'est ça, c'est là que j'interpelle véritablement la conscience des dirigeants et de ces experts mis, en tout cas, à la réflexion de ce travail-là, d'aller très vite, parce que le monde va très vite. Monsieur Savadogo, tout à l'heure, nous avons parlé de la survie de l'AES. C'est un espace stratégique, on va dire plus que stratégique. Le Niger, c'est plusieurs gisements d'uranium, pétrole, or, etc., etc. Le Burkina Faso également, le Mali également. Ce sont des gisements à n'en point finir. C'est une zone stratégique avec un espace qui dépasse plus de la moitié de l'espace CEDEAO, juste 3 pays. Un marché de consommation également très diversifié. Alors, la survie de l'AES serait véritablement en péril au regard de ce que nous avons, voilà, comme, on va dire, atout, comme positionnement de cet espace-là, voilà, au sein de la région ouest-africaine. Quand vous posez ces 2 questions-là, ça me faisait sourire, quoi. La survie de l'AES. L'AES est composée par 3 pays. Si l'AES ne va pas survivre, ça veut dire que les 3 pays ne vont pas survivre. L'Union, là, peut ne plus être là. L'AES peut ne même plus exister. Mais ces 3 pays-là sont condamnés à exister. Non, ces 3 pays vont exister, voilà. Oui. Voilà. Mais la survie de cette organisation, voilà, l'Alliance des États du Sahel, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, ces 3 pays sont dans une dynamique dans laquelle, voilà, comme le ministre des Affaires étrangères du Mali l'a dit, voilà, nous allons pouvoir dire ce que nous voulons, nous allons pouvoir décider, nous allons pouvoir négocier d'égal à égal. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Non, je veux dire, sa survie, voilà. Sa survie est d'ordre politique. Les populations sont imbriquées, il n'y a pas de problème. Mais sa survie est d'ordre politique. Parce que quand je dis ça, c'est 3 chefs d'État qui ont une même vision. S'il y a un qui n'a pas la même vision qu'eux,
il allait avoir avec deux États. Mais c'est de là que vient cette question. Est-ce que voilà, la survie de cette organisation-là voilà, n'est pas en péril au regard de votre analyse, bien sûr? Oui, non, elle n'est pas en péril. Pourquoi? Parce que les trois peuples savent où se trouvent leurs intérêts. Monsieur Savadogo, nous parlons des questions stratégiques voilà, au niveau de cet espace AES-là. Est-ce qu'au regard de ce que représente l'espace AES, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la survie de l'organisation? Oui, attendez, quand vous prenez la carte de l'Afrique, là, quand vous regardez l'AES, là, elle ceinture et barre pratiquement le milieu de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'elle laisse un petit espace à droite, à gauche. 2 millions, en gros 500 000 km², 2 800 000 km², avec de l'or, du diamant, du pétrole, du zinc, du coltan, du chose, comment on appelle ça, de l'eau, des richesses, des minerais. Ah non, ça va que faire pratiquement. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais nous allons survivre, nous sommes obligés de survivre. Maintenant, quant aux voisins, vous étiez en train de dire que des pays qui sont supposés être des bases aériennes, ce n'est pas de supposer. Les trois chefs d'État, chaque fois dans leur discours, ils nomment des États qui foncièrement travaillent contre nous. Ils les citent même ces pays. Et beaucoup de Burkinabés qui lancent des piques et qui sont contre notre pays, sont allés se réfugier. Mais ce n'est pas caché là, ils ne cachent pas. Mais M. Savadogo, moi, je n'ai pas de preuves, c'est pourquoi je parle de supposer. Voilà. Moi, je vous dis d'où viennent mes preuves. Les trois présidents, quand ils font leur discours, ils citent des noms de pays. Bien sûr, on les écoute. On les écoute, pas des sources quand même. On les écoute, oui. Vous ne croyez pas à ce qu'ils disent ou quoi? Pas que je ne crois pas, mais également... Voilà. C'est que les chefs moi, personnellement, je n'ai pas de preuves. Non, si une haute personnalité dit quelque chose et que vous dites qu'il faut que vous ayez des preuves, vous n'allez plus jamais... Monsieur Savadogo, est-ce que ce que vous dites est parole d'évangile? C'est cela? Non, mais ce que le chef d'État dit, quand même, si vous ne croyez pas ça, vous allez croire à quoi encore? Monsieur Savadogo, allons-y dans l'analyse. Voilà, au lieu de polémiquer, voilà. Donc maintenant, je viens. Je voudrais dire simplement, les trois pays de l'AES, là, les pays voisins là, de la CEDEAO, là, lorsqu'on les a interdits d'acheter, d'importer les armes, l'embargo sur les armes, là, lequel nous a aidés? Alors qu'ils savent que si on n'a pas d'armes, on va se faire décimer. Lequel nous a aidés? Aucun nous a aidés. Deuxièmement, les sanctions inhumaines qu'ils ont eu à faire aux choses au Niger, là, ils ont prouvé que ce sont des gens, même si vous mourrez, si vous disparaissez aujourd'hui, c'est pas leur problème, je m'explique. Allez-y, d'abord, dès qu'ils ont engagé les sanctions, c'est les sanctions les plus sévères dans le monde entier. Même à la Seconde Guerre mondiale, il y avait certaines clauses quand même. D'abord, ils ont coupé l'électricité. Le même jour, ils ont fermé leurs ports. Ils ont fermé les frontières. Les médicaments ne rentrent pas. La nourriture ne rentre pas. Tous les pays qui étaient dans la CEDEAO, là, ils ont tout fermé. Et pour couronner le tout, ils ont déclaré qu'ils vont aller taper ceux qui ont pris le pouvoir là et rétablir le président Bazoum de force. Et un pays occidental les a dit, je vous prêterai mon force en armement, en moyens et en hommes. Ça y est là. Maintenant, certains des chefs d'État ont une des profils tellement guerriers qu'aujourd'hui, quand vous reprenez les vidéos, vous savez qu'ils peuvent tout contre nous. C'est cela. On ne peut pas avoir confiance en eux. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Tous les jours, tous les trois pays sont attaqués par des terroristes. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont en train d'observer. On dirait qu'il y a une ligne magique qui empêche ceux-là de traverser les frontières. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il n'y a pas une ligne magique qui empêche ces terroristes d'aller là-bas. Alors, M. Savadogo, nous vous revenons tout à l'heure pour la suite de votre analyse. Alors, M. Tal, dans cette dynamique qui est celle des pays de l'AES, nous l'avons dit tout à l'heure, le besoin d'échanger, de négocier, parce que comme vous l'avez dit dans une de vos analyses, l'AES ne pourra pas vivre en autarcie. Il faut pouvoir
C'est vrai que la Russie est là aujourd'hui, la Turquie, la Chine sont des partenaires, mais il n'y a pas que ces partenaires-là dans les relations entre États. Alors, besoin de négocier, besoin également d'échanger, comme on l'a dit, et également, pourquoi pas, avec l'organisation voisine désormais qui est la CEDEAO. Ce besoin-là doit véritablement exister. Bien sûr, bien sûr. Et permettez-moi avant tout propos de dire quelque chose par rapport à M. Ouagadougou, parce que je le comprends, vraiment sa niaque, sa volonté d'y aller par rapport, on va dire, dans le tout pour le tout avec l'AES. Mais bon, également, quand on parle de diplomatie, la diplomatie est là pour créer véritablement de très bonnes relations et de rentrer en négociation avec les autres nations. Et je pense que M. Ouagadougou n'a pas tenu compte de ce pan diplomatique-là entre l'AES et les autres États. Et pour cela, je plonge tout de suite les deux pieds dans le plat avec votre question pour dire également que, oui, quand on prend l'AES dans son ensemble, ben, c'est un peu plus de la moitié de l'espace qu'avait la CEDEAO. Tout ça vient démontrer que oui, c'est une grosse manne, on va dire, qui a lâché la CEDEAO. Et pour cela, effectivement, les relations diplomatiques vont amener même la CEDEAO à également créer des stratégies de discussion et de négociation avec l'AES. Et pour cela, je pense que c'est le pan diplomatique même qui a envoyé ses ministres des Affaires étrangères à Bruxelles pour la discussion. Aujourd'hui, nous en parlons sur notre plateau. Pour dire que la CEDEAO elle-même est, ou du moins l'AES, donc les dirigeants de l'AES ont conscience que oui, l'AES ne peut pas aller tout seul. Parce que quand on prend, il ne serait-ce que la position géographique du Burkina Faso dans l'espace sous-régional, c'est le cœur de notre sous-région. Si le Burkina est le cœur de notre sous-région, donc ça sous-tend qu'elle est forcément une porte ouverte à d'autres nations à partir de d'autres nations. Et donc pour cela, oui, forcément, il est question de relations, d'échanges et de discussions pour bien-être autour des différentes nations. Et c'est pour cela que, oui, effectivement, elle doit travailler à extérioriser le plus rapidement possible ses organes de gestion, de sorte à ce que, oui, les autres pays et elle-même établissent, on va dire, le cheminement vers des négociations, parce que, oui, elle a également besoin de certaines choses qui se retrouvent chez ses voisins. Ses voisins ont également besoin de certaines choses qui se trouvent chez elle, parce que, oui, de part et d'autre, on a des populations qui ont besoin de rentrer en interaction pour gagner leur vie. Et pour cela, il faut tout de suite établir vraiment les... Mais moi, je soutiens, et au départ, j'étais celui-là qui était très sceptique par rapport à l'AES. Franchement, j'étais très sceptique, parce que moi, je suis le gars qui est vraiment pour les grands ensembles. Et donc, je n'encourageais pas l'AES dans son élan. Mais aujourd'hui, je me dis oui, elle a quand même son présent d'or, parce qu'elle peut permettre de considérer et de reconsidérer les relations entre nous-mêmes d'abord, nations sous-régionales, et également entre nous et notre ancien colonisateur. Et pour cela, elle donne un coup de pouce véritablement à la CEDEAO. Et je pense que la CEDEAO même va établir véritablement des... Voilà pourquoi on ne veut pas la laisser partir. On ne veut pas laisser l'AES se créer à partir de la CEDEAO, parce que, oui, au sein de la CEDEAO, elle est un poids qu'on n'avait peut-être pas considéré au départ. Mais est-ce que ce bras de fer-là pourra véritablement pourra profiter, je vais dire, à l'AES? Parce que c'est une sorte de bras de fer. Oui, je pense qu'elle profitera à l'AES parce que déjà la superficie de l'AES vient démontrer qu'elle est importante aux yeux de la CEDEAO. Importante, oui, mais est-ce que véritablement l'AES pourra pouvoir sortir avec, on va dire, des lauriers de ce bras de fer-là? Oui, oui, M. Pafamnam, parce qu'elle a aujourd'hui sa population qui est avec elle. Parce que là où elle allait peut-être être un maillon faible, c'est si son peuple n'était pas d'accord avec elle. Mais le peuple, quand tu prends ces trois nations-là, avec même ne serait-ce que l'accueil que nous avons pu observer tout de suite au Niger, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le débat là-bas, mais tout de suite, vous voyez que le peuple se réclame
de cette organisation-là. Et moi, je pense que c'est un présent d'or qu'il faut suivre de bout en bout, parce qu'elle n'accouchera pas, en mon sens, d'une souris. D'une souris, elle n'accouchera pas d'une souris. C'est l'analyse de M. Tall. M. Savadougou voulait réagir avant que... Voilà. Oui, ce que je voudrais dire à M. Tall, je le remercie effectivement de ce qu'il vient de dire. Mais je dis, face à la mort, il n'y a plus de diplomatie. Si vous avez remarqué, les 3 diplomates là, ils ont dit, je cite, que les 3 pays ont fini par comprendre que rester dans cet espace équivaut à accepter disparaître. Ça, c'est eux. Ensuite, l'un a dit, le sort de l'AES ne va plus se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington, mais à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Ce sont des termes, entre guillemets, diplomatiques. Hein? Vous savez qu'ils ont été directs, pourtant c'est des diplomates. Parce que nous sommes face à un défi de survie. Vous avez une crise. Les gens décident de monter une armée avec un pays occidental qui est loin de chez vous pour venir vous faire la guerre, rétablir un seul homme. Ça veut dire qu'ils viennent vous dicter qui doit vous gouverner, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, que ce soit un putsch ou pas, c'est avant tout des Nigériens entre eux. Et des frères africains, au lieu de trouver une solution diplomatique, ont décidé de prendre les armes contre ce pays. Où se trouve la diplomatie? Face à de tels agissements, il faut mettre la diplomatie à côté, sinon vous allez disparaître, comme l'a dit le ministre. Monsieur Savadougou, oui? Monsieur Savadougou, vous oubliez une parenthèse. C'était qu'en cette période-là, le Niger faisait partie également de la CEDEAO. Et la CEDEAO, en son sein, avait des textes de fonctionnement. Oh. Et j'en viens. Monsieur Tall. Oui. Oui, bon, ok, allez-y. Avait des tests de fonctionnement. Et même si ces mesures assez drastiques contre le Niger ne faisaient pas de façon écrite dans ces textes, mais une lucane permettait de prendre des mesures drastiques pour ramener vraiment le Niger à se conformiser à la CEDEAO. Oui, donc on était dans cette lancée-là. Oui. Aujourd'hui, nous parlons AES. Il faut être dans la capacité de faire la différence. Parce que nous parlons AES face à la CEDEAO parce qu'aujourd'hui, le Niger, le Burkina, le Mali ont décidé de sortir de la CEDEAO. Mais sinon, s'ils étaient même dans la CEDEAO, même le Burkina Faso était encore dans la CEDEAO, effectivement, la CEDEAO se donne les capacités de ramener, on va dire, ceux-là qui ont pris le pouvoir par la force, de se conformiser à elle. Donc, elle sort effectivement des mesures en son sein qui vont les amener à se reconsidérer. Mais dans ce sens-là, je pense que ces mesures de la CEDEAO ont plutôt amené ces 3 pays-là à créer l'AES. Et donc, il faut dissocier vraiment, parce que c'est une subtilité qui existe dans ce que vous dites qu'il faut pouvoir dissocier en mon sens. Je ne vais pas vous Merci. dire. Allons-y, oui. Avant que le Niger ne quitte la CEDEAO, le Mali l'avait déjà quitté. Oui. Nous aussi, nous l'avions quitté. Et le Niger aussi a quitté. Non, il ne l'avait pas encore quitté. Non. À cette époque-là, il n'avait pas encore quitté. Mais c'est un processus. Ça veut dire que c'est ce qui nous est arrivé, qui les est arrivé, en pire. Parce que nous, on n'a pas menacé, ils ne nous ont pas menacé d'envoyer leur armée contre nous. Ils ont fermé les frontières, ils ne nous ont pas privé pratiquement de médicaments et tout. Donc c'est dire que l'un dans l'autre, ces pays ont trouvé des similitudes dans leur situation socio-sécuritaire. Nous sommes aux prises avec le terrorisme. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, nous avons eu des problèmes dans la sous-région. Lorsque M. Tall parle, j'estime que des textes d'une quelconque organisation sont valables pour tous. On dit que, selon les textes de la CEDEAO, et ainsi de suite. Depuis quand? C'est sur quel document c'est écrit que, en cas de crise, de prise de pouvoir par des moyens non constitutionnels, on ferme le port. On prive ce pays enclavé-là de littoral. Depuis quand? C'est sur quel papier il est mis que s'il y a un putsch dans un pays voisin, on lui interdit même les médicaments, même les vivres. Ça s'est fait contre le Niger. Monsieur Savadougou, c'est pourquoi nous avons parlé de survie de l'AES. La survie de l'AES, c'est ce qu'on fait.
Monsieur Pafarnam, allez-y, s'il vous plaît. allez-y rapidement. S'il vous plaît, je viens. Avant, on ne pouvait pas acheter d'armes. Nos soldats se partageaient une arme à 3 au front. Aujourd'hui, nous avons de l'équipement. Avant, on n'a pas d'aviation, on n'a pas de drone. Aujourd'hui, Monsieur Savadoro, ça c'est déjà des acquis. Ce dont nous parlons, c'est du lendemain de cette organisation au regard voilà, de sa position, au regard de ce que cet espace représente au sein du bloc régional. Je ne sais pas, Farnam. Si le terrorisme finit, si le terrorisme l'a fini là, et que l'économie reprend, tous les déplacés là rentrent chez eux, les gens peuvent cultiver, peuvent faire l'élevage, et puis bon, on ne cotise plus pour acheter des armes, mais on cotise pour développer nos États. L'AES sera un espace là où la CEDEAO elle-même va venir trouver une solution pour que nous vivions en symbiose. C'est le facteur terroriste là seulement qui fait qu'on ne ressemble pas aux autres. Merci infiniment. Monsieur Tal, un dernier mot? Oui, un dernier mot parce que je ne veux pas paraître défenseur de la CEDEAO parce que également je me réclame de l'AES. Mais bon, on dit que la CEDEAO a pris des mesures drastiques. Oui, c'était à une époque parce qu'elle voulait ramener son poulain en son sein. Donc, elle a utilisé des méthodes. Mais sinon, aujourd'hui, moi, je n'affilie plus le Niger, le Mali et le Burkina à la CEDEAO parce qu'aujourd'hui, c'est un bloc qui est l'AES. Et la suivi de l'AES dépend effectivement de ce qu'on pourrait projeter dans le futur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut être dans la capacité de laisser ce qui est passé derrière soi. Parce que si on s'attache toujours à ce passé-là, je pense qu'on sera en train de se créer un autre fossé qui va rendre, on va dire, flexible, on va dire, la suivi de l'AES, alors qu'elle doit être pointueuse. Et pour être pointueuse, je pense que oui, elle doit faire fi du fait que la CEDEAO nous a envoyé des mesures drastiques qui nous ont amené. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut lâcher, on va dire, les fondamentaux du fonctionnement de l'AES pour permettre aux citoyens lambda de les appliquer de sorte à la rendre pérenne. Parce que pour moi, oui, elle a son présent d'or. Merci infiniment, cher chroniqueur. Monsieur Savadoro, merci. Monsieur Tal également, merci. Nous passons à présent au troisième sujet de cette émission. Bien sûr, c'est cette enquête qui a été ouverte par Paris contre le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. La justice française ouvre une enquête pour des soupçons de détournement de biens publics contre le président nouvellement élu du Tchad. L'enquête risque d'être élargie au patrimoine immobilier de la famille Déby en France. Voilà, pour rappel, cette enquête a été lancée dans la foulée d'un article de Mediapart en décembre 2023. Selon ce média, le président tchadien aurait dépensé plus de 900 000 € en costumes et chemises au moyen de versements reçus entre 2021 et 2023 d'une société tchadienne, MHK Full Business. Alors, cher chroniqueur, que reproche véritablement Paris à N'Djamena? Parce qu'il faut se poser cette question-là. C'est le propre de certains pays occidentaux, colonisateurs qui ont refusé de quitter l'Afrique. Il y a des pays occidentaux, certains, ils sont rares, qui ont refusé de quitter l'Afrique, jusqu'à ce qu'ils aient des bases militaires partout. Non content d'avoir pratiquement toutes les grandes sociétés qui les renflouent leur économie en Afrique ici. Ici, ils ont même leur armée. Ils s'immiscent dans les changements de pouvoir au sein des États. Voici ce qu'ils disent au Tchad. La justice française ouvre une enquête pour des soupçons de détournement de biens publics contre Mohamed Idriss Déby. L'enquête risque d'être élargie au patrimoine immobilier de la famille Déby en France. L'enquête Mediapart de décembre 2023, l'article de Mediapart disant que le président tchadien aurait dépensé plus de 900 000 €, ce qui équivaut à peu près 650 millions de francs CFA, en costume et chemise au moyen de versement reçu entre 2021 et 2023 d'une société tchadienne, ainsi de suite, business, entre guillemets. Un président
Vous dites qu'il a pris 650 millions de francs CFA, l'équivalence en CFA, pour payer des costumes. Et c'est dans un pays occidental qu'on veut le juger. Ce n'est pas incongru. Alors, Paris reproche véritablement. C'est incongru, je m'explique. Alors, Paris reproche quoi véritablement au président? C'est simple. Au point où cette enquête. C'est simple. Voilà ce que Paris reproche à son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby. D'abord, après le départ de Goukouni Ouédé et Hissène Habré, le duo, et que le père Déby est venu, il a été confronté à plusieurs rébellions jusqu'à ce que le palais avait été entouré pendant presque un mois. Il a pu s'en sortir. Et les choses se faisaient en fonction de la température et des intérêts de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Déby père mourait dans des conditions mystérieuses, on dit que c'est une rébellion, et les morts, bon bref, je ne rentre pas dans les choses. Et Déby fils a pris le pouvoir. Il n'a pas été élu. Pourtant, Paris a plébiscité ça. Si c'était en Afrique de l'Ouest, ils vont dire que c'est un coup d'État, il faut qu'il parte. Je finis de parler. Allez-y. Je finis de parler. Lorsque Déby fils a pris, il y a eu des violences politiques, là où il y a eu des centaines de morts, des centaines d'arrestations. Avec comme chef de file l'opposant Succès Masra, à l'époque. Paris n'a rien dit. Chez nous, parce qu'on a interpellé une personne, ça devient la fin du monde, on va sanctionner ce pays, et ainsi de suite. Lorsque des centaines de morts causées par une personne qui n'a pas été démocratiquement élue, Paris n'a rien dit. Son Excellence, M. le Président Macron, n'a pas trouvé quelque chose à dire. Ensuite, le principal opposant tchadien, Yaya Dilo, a été tué, je crois, au lieu de son parti politique. À son QG, ça, je ne rentre pas dans les détails. Si c'était au Burkina ici, là, ou bien au Mali ou au Niger, là, hein, ils vont dire qu'ils vont faire, ils vont nous faire bombarder par l'OTAN parce qu'on a violé les droits de l'homme. Je finis de parler. Tout dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le début père est mort, je crois qu'il y a un président français qui est venu présenter ses hommages. Pourtant, le président à l'époque, le président qui est en exercice aujourd'hui, n'a jamais été élu. Bien. Puis il parle de démocratie, lui c'est la démocratie. Il est venu même chez un demi-putschiste. Alors comment vous expliquez cette situation-là? Je vous explique, c'est leurs intérêts qui sont préservés là-bas. Là-bas, il y a l'armée française, non? Je crois qu'il y avait 300, mais comme ils disent qu'ils vont en faire 100. Qu'est-ce qu'ils font là-bas même? Qu'est-ce que l'armée française, l'armée britannique est partie, l'espagnol, portugaise. Toutes les colonies sont parties, anglaises sont parties. C'est eux qui sont restés avec leurs armées. Je termine rapidement. Maintenant, depuis fils est allé, en fait, il y avait, il y avait quoi, qu'on appelle ça, j'étais moi non plus entre eux. Lorsque le début fils est parti en Russie. En Russie. Ensuite, avec quelques frictions, tout de suite, on a vu un problème avec le Premier ministre. Succès Masra. Ensuite, le plus grand dépôt de munitions a explosé. Comme par magie, le timing avec le voyage de Idriss Déby, fils de l'autre côté. Puis maintenant, pour en rajouter, après l'explosion des choses, des munitions, Mediapart qui sort un papier. Un article. Depuis quand 650 millions d'un président qui est allé s'habiller avec ça, c'est à Paris qu'on va le juger. Merci, monsieur Savatogo. On vous revient. Voilà, monsieur Savatogo se pose cette question-là. Voilà, alors, manipulation, revanche de Paris, au regard, bien sûr, des nouvelles orientations politiques de N'Djamena. Voilà, à quoi véritablement... Voilà, on doit véritablement penser manipulation ou vengeance de Paris? Ben, je dirais communication subtile. Communication subtile parce que, oui, Paris nous demande que quand tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et si tu es contre nous, ben, on fait tout pour que tu saches que...
on est contre toi également. Donc c'est-à-dire que Paris veut forcément tenir le bout du fil, par le bout du fil N'Djamena. Et oui, parce que c'est même pas que N'Djamena. Vous vous souvenez de la fortune de Bongo Père saisie à Paris et par rapport à ses immobiliers, en tout cas saisis à Paris. Parce que Paris a tendance à avoir un moyen de pression sur nos chefs d'État africains qui jusqu'à aujourd'hui également ne prennent pas conscience de cela. Parce que, oui, ils investissent davantage à Paris dans l'espoir de préserver ce qu'ils pillent chez nous. Parce que, oui, Paris sait qu'ils prennent ce bien-là de façon illégale et ils vont préserver ça là-bas. Sinon, pour moi, environ 585 millions dépensés par un chef d'État dans le vêtement, pour moi, c'est quasi insignifiant. Mais pourquoi c'est mis en avant? C'est mis en avant pour démontrer que oui, il y a un point gênant qui existe entre nous. Et si tu ne fais pas attention, on va faire plus pire que ce qu'on met en exil. Et pour moi, c'est vraiment démontrer à nos chefs d'État, parce que je ne vois pas que N'Djamena. Je vois toute l'Afrique et ses chefs d'État qui n'ont pas compris que oui, il faille investir de ce qu'ils prennent chez nous. Parce que ça crée après un moyen de pression sur eux à partir de Paris. Et donc, comme disait M. Sawadogo, c'est vrai qu'il a fait très long, ce que je vais faire court. Il y a véritablement un torchon qui brûle entre Paris et N'Djamena, que Paris, jusqu'à présent, tait et met en avant des petits éléments à caractère menace à l'égard vraiment de débit fils. Donc attirer son attention sur le fait qu'il peut faire plus pire que ce qu'il demande présentement. Et ça, pour moi, c'est véritablement quelque chose à laquelle nous devons travailler véritablement à corriger. Parce que Paris se doit véritablement de nous donner un peu plus de respect maintenant. Alors, cher chroniqueur, M. Tal a parlé du torchon qui brûlerait entre Paris et N'Djamena. Est-ce que la fumée de ce torchon qui brûle ne va pas déranger l'AES? Parlons de timing, le Niger s'est tourné vers le Tchad, pour l'exportation de son pétrole. Paris également veille au grain. Est-ce qu'on ne va pas tenir N'Djamena par le bout du fil, pour encore couper l'exportation du pétrole nigérien qui pourrait être, une bouffée d'oxygène pour l'économie nigérienne. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de la survie de l'AES, M. Sawadogo. Il faut mettre entre guillemets cette affaire du pétrole là d'abord. Monsieur Sawadogo, nous avons parlé de position géostratégique du Niger et nous parlons également de la survie de l'AES. Le pétrole et les autres richesses du Niger seront une bouffée d'oxygène pour l'économie nigérienne qui vise bien sûr une autonomie. Est-ce qu'on se comprend? Il faut en parler. Non, on ne se comprend pas. Laissez-moi développer, là vous allez comprendre. Depuis que les Français étaient au Niger, ils exploitaient les ressources et minières du Niger. Le Niger dormait dans le noir, alors que leur uranium servait. Bien sûr, ça nous le savons. Oui, je m'explique. Attendez. Ils auraient pu faire une petite centrale qui allait alimenter le Niger, en récompense au moins du fait qu'ils tirent leur uranium là-bas. Vous savez que le pétrole, durant toute la présence française, le Niger a profité de quoi dans leur pétrole? Donnez-nous les chiffres alors. C'était le pays le plus pauvre d'Afrique, le Niger. Si le Niger avait pu exploiter son pétrole à son propre compte depuis, il ne serait pas l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ensuite, si son uranium avait été vendu au profit de son peuple. Est-ce que le Niger ne percevait pas quand même une marge de cette exploitation-là? Voilà. Il faut se poser cette question également. Il faut quand même se poser cette question. C'est une ressource du Niger. Même s'il y a des entreprises qui exploitent, même s'il y a des entreprises françaises qui exploitent, au moins une marge est reversée quand même à l'État nigérien. C'était infime, M. Pafarnam. Alors, donnez-nous des chiffres. Alors. Non, je m'explique. Allez-y. Le pétrole, là, l'uranium, là, si c'était au service du peuple nigérien, là, le Niger ne sera pas comme ça aujourd'hui. Je finis de vous expliquer. Aujourd'hui, hier, le Niger avait son pétrole.
Ils n'en profitaient pas. Si aujourd'hui le Niger doit attendre 6 mois ou 1 an avant que les choses se clarifient, avant d'exploser son pétrole et le vendre, le Niger ne disparaîtra pas parce que depuis les indépendances, il n'en profitait pas et il n'était pas disparu. Bien, bien. Maintenant, je termine rapidement par rapport au sujet dont vous parliez. Et, la Guinée, le Tchad, entre Guinée et le Gabon, il y a eu des putschs là-bas. C'est des putschistes qui géraient. Au Burkina, et là-bas, la politique française, ce n'est pas le problème. Là, on ne les amène pas. Le Burkina, le Mali, le Niger, nous sommes taxés de putschistes incompétents et illégitimes. Ça, c'est le mot qu'on entendait chaque fois venant du premier responsable français. Je le cite bien. Maintenant, pourquoi spécifiquement les 3 pays? Parce que leurs intérêts ont été cassés avec la rupture. Le Tchad est en train d'aller de vers là-bas. Et tout est parti de là-bas. Sinon, 650 millions d'habits que le président a achetés, on accuse le président d'avoir acheté, est-ce que ça là, ça peut être l'objet d'un procès qui se déroule dans un autre pays contre un chef d'État? D'où la question qu'il faut se poser. La question, c'est-à-dire que le Tchad ne fait plus les affaires de la politique française. Oui, c'est en ce sens-là qu'il faut se poser la question. Le Tchad aujourd'hui qui va servir d'intermédiaire pour l'exportation du pétrole nigérien, voilà, ne serait pas tenu par le bout du fil par Paris. Ouais, attendez, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Je vous ai dit, M. Pafatna, mettez en veille cette histoire de pipeline. Vous parlez du pipeline, comme ça, le pipeline là, le Niger va disparaître. Non, laissez. Attendez, je vous pose une question. Allez-y. L'exportation du pétrole au Tchad, au Bénin, pour que ça parte et que ça soit vendu, dont les rétributions seront partagées entre le Niger et le Bénin. Ça a commencé quand? L'opération qui consiste à ce que le Bénin lui-même, le Mali, le Niger lui-même bénéficie de tous les cheminements, c'est-à-dire que de l'extraction, le raffinage, l'exportation, la vente là. Ce processus a commencé quand? C'est depuis le départ des Français. Mais M. Savadogo, vous savez au moins que l'exploitation de ce pétrole, c'est une manne financière qui peut profiter au Niger. Et il l'aider dans son autonomisation, voilà, en termes d'économie. Mais si le Tchad commence à chanceler, qu'est-ce que vous voulez que le Niger fasse? Le Niger a déjà été confronté à ce genre de problème avec le Bénin. Le Bénin a même fermé les ventes. Sanctionné et attrapé trois agents de société pétrolière l'a enfermé. Le Niger n'a pas disparu. Le Niger va exporter son pétrole. C'est une question de temps. C'est pas pressé. Le Niger ne disparaîtra pas. C'est pas là l'objectif. Mais véritablement, cette question-là, il faut se la poser. Tout à l'heure, dans le deuxième sujet, nous avons analysé, nous avons parlé de la survie de l'AES parce qu'il faut pouvoir, on va dire, étouffer au maximum, voilà, économiquement, avec bien sûr d'autres stratégies, d'autres politiques. Maintenant, si le Niger, qui espère avoir une manne financière à travers l'exportation de son pétrole, n'arrive pas à exporter, mais bien sûr, là, c'est un manque, véritablement, en termes de ressources. Si vous permettez, allez-y. Si vous permettez, et votre question m'a permis de faire un lien, effectivement, entre la situation que Paris devait sur Djamena et la suivi de l'AES. Monsieur Savadogo n'a pas peut-être vu cette subtilité-là, mais effectivement, parce que c'est lorsque le Niger a son accord avec le Tchad pour un nouveau pipeline, que effectivement cette question contre N'Djamena sort. Effectivement, c'est, à mon sens, ça met à nu une subtilité qui puisse exister dans la menace contre la survie de l'AES déjà à partir de cette relation. Parce que, dit-on que si le Niger arrive à exploiter très bien son pétrole, mais en moins de 5 ans, peut avoir, on va dire, 17% de son PIB, en tout cas de façon pratique. Et ça développe effectivement un pays. Donc, je me dis effectivement que le Tchad est en train de subir quelque chose parce qu'elle a facilité, sinon elle est en train de faciliter quelque chose au Niger. Mais en même temps, oui, favoriser le Niger sous-tend
mettre à nu une relation qui existe entre elle et Paris. Et Paris, effectivement, est en train d'éveiller quelque chose pour lui dire « Ah, si tu continues avec eux, ben, voilà ce que nous également, on peut te faire. » Et donc, pour cela, je pense que, oui, l'AES est en train de se voir pour sa suivi s'augmenter. Parce que c'est sûr que si Paris maintient sa pression, si N'Djamena, ben, l'AES est en train de voir un nombre, en tout cas en son sein. Mais pour cela, je pense également qu'il faut voir la chose de façon détachée. Il faut être détaché de cette situation-là parce que ça crée effectivement trop d'émotions. Mais je me dis que cette attitude de Paris-là n'est pas la première et c'est à nos chefs d'État de prendre conscience du fait qu'il ne faut plus se laisser, on va dire, accabler par des biens matériels dans lesquels ils sont allés investir à Paris. Parce qu'après, ça devient du chantage. Et moi, je suis surpris de voir Paris toujours revenir avec ce genre de choses pour accabler nos chefs d'État. Alors, M. Savadoro, vous voulez réagir? Ce que je voulais dire, c'est M. Tal qui me fait sourire, quoi. C'est dit, l'AES, on rejoint l'AES pour une question d'idéologie. On ne la rejoint pas parce qu'on a des problèmes. Celui qui a des problèmes n'a qu'à rester là où il est. Nous, on a déjà assez de problèmes. Elle a été créée parce qu'on a des problèmes. Bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, M. Pafarnam, je vous assure, le pétrole a été dans le sol nigérien avant même la création des États. Le pétrole là est là. Il a été découvert. Il n'a jamais profité aux Nigériens. Vous comprenez? Les Nigériens ont essayé d'exporter ça via le Bénin. Il y a eu des problèmes. Via le Tchad là aussi. Ce n'est pas une promenade de santé. Hein? On ne va pas les laisser. Donc, c'est ce que le Niger doit être pragmatique. Si on arrive un jour à l'exporter et en profiter, il n'y a pas de problème. Mais nous n'allons pas dire, si nous n'arrivons pas à l'exporter, on va sombrer. Il ne faut pas faire une fixation. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de non, vous avez fait le lien entre ce pipeline et la survie des pays de l'AES. Non. Non, pas la survie. Parler bien sûr de l'embolie, c'est-à-dire de la bonne santé économique de ces pays de l'AES. C'est une manne financière. C'est une manne financière. Nous n'en sommes même pas. Nous en sommes d'abord à nous débarrasser de ces terroristes. On fait comment? Mais en même temps, cet espace-là est un espace stratégique au sein du bloc ouest-africain. Il faut prendre ça également en compte pour la survie de l'AES. C'est de ça qu'il est question également. Parce qu'aujourd'hui, l'espace AES est plus de la moitié de l'espace ouest-africain. Voilà, et cette partie-là du bloc ouest-africain représente véritablement beaucoup. Je suis d'accord, mais je vais vous dire simplement, M. Pafarnam, on a dit, en toute chose, là, il faut parler au plus urgent. Aujourd'hui, nous sommes aux prises avec le terrorisme. Nous n'allons pas nous apitoyer sur un pipeline que des voisins ont refusé de laisser passer. Et ça ne doit pas être une raison pour que nous ne puissions pas avancer. Bien sûr. Voilà. L'AES va avancer. Surtout ne pas oublier que l'urgence ne doit pas nous faire perdre de vue également la durabilité dans le développement et également dans notre gouvernance. Merci, chers chroniqueurs. Nous avons pu passer, on va dire au peigne fin, ces 3 sujets. Nous allons à présent prendre vos recommandations parce que c'est de cela véritablement qu'a besoin l'Afrique pour pouvoir avancer. Et surtout avancer avec de grands pas vers de grands chantiers pour le bonheur des populations. Monsieur Savadoro, nous allons commencer avec vous. Pour ce qui est des recommandations, au niveau des 3 sujets. On va commencer avec l'initiative présidentielle pour la santé. D'abord, je tiens à remercier, à bénir son Excellence, Monsieur le Président du Faso, d'y avoir pensé. Et je souhaite que Dieu nous donne des moyens pour pouvoir réaliser cette nouvelle vision. Merci. Deuxième sujet, l'AES qui s'est fait entendre au forum Crans-Montana à Bruxelles, en jetant, on va le dire, le pavé dans la mare, en ne voilant pas les choses, en disant véritablement aux colonisateurs, aux partenaires, que désormais nous allons négocier d'égal à égal. Alors, recommandations également à ce niveau. D'abord, je tiens à remercier les 3 diplomates de l'AES pour leur franc-parler, leur franchise et le fait qu'ils aient mis à nu les velléités de déstabilisation
des informations et de campagnes, pratiquement de campagnes mensongères contre nos États sous forme informationnelle. Donc ça, vraiment, je les remercie. Vraiment, c'était un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Merci. Pour le troisième sujet, voilà, l'enquête ouverte, voilà, pour des soupçons de détournement de biens publics contre le président tchadien. Moi, je demande seulement à son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, de rester serein. Il n'a qu'à rester serein jusqu'à là où on parle. Il tient bien son pays. Il a été élu nouvellement. Il n'a qu'à continuer à bien tenir son pays, garder la tête froide et savoir que ces genres d'attaques-là, même les plus incongrus, vont venir. Nous, on a déjà vu des versets des pas mûrs. 650 millions d'habillements, ça passe se discuter en Europe, que c'est un président qui s'est habillé, donc on va le juger. C'est incroyable. Merci. Merci infiniment, M. Savadogo. M. Tal, alors vos recommandations, le premier sujet. Le premier sujet, je dirais déjà, comme je l'ai dit d'entrée, un grand merci à ce gouvernement qui s'inscrit dans une vision de bien-être pour sa population. Je vais tirer mon chapeau par rapport à ce projet-là et comme je sais qu'il est assez technique, alors la seule chose que je vais leur demander, c'est de ne surtout pas, on va dire, laisser ce projet-là accoucher d'un cheval blanc. Parce que notre objectif, c'est de voir effectivement tout ce qui a été cité par rapport au volet sanitaire de la population se réaliser et bien, en tout cas, se porter. Et en tout cas, en termes de rajout, parce que, comme je l'ai dit, j'ai visité vraiment les locaux on va dire, de l'assurance maladie universelle. Et j'estime que c'est un projet qui ne doit pas rester tel que je l'ai vu. Je fasse Dieu qu'il le prenne également en compte. Alors, secondo, concernant la sortie de ces trois ministres des Affaires étrangères de l'AES à Bruxelles, vraiment chapeau à eux, mais également, comme je l'ai dit également, c'est une extraordinaire exigence parce que les organes vitaux de l'AES doivent de se laisser voir de sorte à rendre ces différents citoyens de l'espace AES faire d'eux des citoyens avertis par rapport à véritablement défendre les valeurs et les principes de l'AES face à n'importe qui. Donc c'est arriver à amener le peuple avec eux. Et que Dieu permette également que cela naisse et que ça aille le plus rapidement possible. Alors, concernant le sujet tchadien, je demanderai véritablement au chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, de véritablement garder les yeux et surtout les bons grands ouverts, parce que ce sur quoi on communique n'est pas ce avec lequel on veut l'accabler. Donc, qu'il fasse attention, qu'il soit pointueux dans ce qu'il engage, en tout cas dans ses relations extérieures, de sorte à ne pas se laisser manipuler, parce que c'est du chantage, et le chantage, c'est seulement pour le manipuler. Que Dieu nous aide et merci bien à, on va dire, LCA et à nos téléspectateurs. Et puis, la discussion peut se poursuivre partout où on se trouve. Merci infiniment, M. Savadogo Daouda. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres. M. Tali Youssouf également, merci infiniment à vous. Et nous espérons vous avoir également pour d'autres moments de décryptage de l'actualité africaine. C'est ce qui met un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.